la dernière table ronde. Le syndrome de la dernière table ronde, on est fatigué, on a envie d'applaudir et de partir. Ce que je vous promets, c'est 45 minutes de rêve où je vais avoir le plaisir de recevoir de brillantissimes intervenants qui vont, nous enchanter parce qu'ils vont nous transporter sur le monde de la blockchain, des technologies disruptives. Mais il va y avoir autre chose. Il va y avoir une séquence questions-réponses parce qu'on va les interpeller sur des choses sur lesquelles ils ont déjà travaillé et que vous avez envie de savoir aussi. Et il va y avoir une tombola. Et donc, la dernière table ronde, c'est un peu la synthèse de tout ce sur quoi nous avons débattu depuis le début. Alors, de quoi on a parlé depuis le début? On a parlé de transformation digitale, on a parlé de défis, d'enjeux, de contraintes. On a parlé également de ces technologies, qu'elles soient AI ou blockchain ou Internet des objets, dans le service public, dans le secteur privé. On en a parlé également avec des offres. Est-ce qu'elles existent? Et si oui, quels sont leurs coûts? Est-ce qu'elles s'adaptent à la grosse entreprise, à la TPE, à la PME? On a parlé de tout ça et on a envie de savoir est-ce que réellement tout ça a des applications concrètes, réelles, et qui sont aujourd'hui tangibles, qu'on peut toucher, qu'on peut ou benchmarker ou adapter par rapport au contexte marocain. Et donc, beaucoup de plaisir à recevoir. Alors, je commencerai par le premier. Je lui avais promis de ne pas lire tout son CV, mais de ce que j'ai retrouvé, il a été directeur général chez M2M Group. Également, il s'est occupé de la direction générale Nord-Afrique centrale chez HP. Il était vice-président de la PBI. Le brillantissime Fouad Jilal, en sa qualité de directeur général de CBI, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, le deuxième intervenant, quand je l'appelais, il était en Chine. Il était en Chine et il a un parcours assez exceptionnel. Il a été chez Oracle, il a travaillé chez IBM, il était chez Accenture Espagne et aujourd'hui, il est directeur marketing et business strategy, l'excellentissime Shakib Achour de Huawei. Alors quand on parle de Microsoft, on parle de lui, bien sûr, ingénieur brillant, sympathique, agréable. Il est avec nous dans le conseil d'administration de la PBI et il est directeur général Microsoft Maroc, Algérie, Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal. S'il vous plaît, recevez avec moi mon ami Hicham El Husseini. Le troisième, c'est très simple. On a une histoire entre moi et lui. 20 €, 20 $. Je pense qu'il va en dire un mot tout à l'heure. Quand je l'ai appelé sur la blockchain, il m'a dit « Imagine que je t'envoie 20 $. Je lui ai dit « C'est pas possible, tu ne peux pas m'envoyer 20 $ de York, Toronto. York University, il m'a promis de m'envoyer 20 000 $. Alors, c'est un pro de la blockchain. Il est sur pratiquement tous les labs qui travaillent sur la blockchain. Il a travaillé au Golfe. Il est directeur général de FA Entreprise System. Il a un lab à York University à Toronto. Sous vos applaudissements. Et en plus, c'est un Marocain du monde. Faites doublement du bruit pour Mohamed El-Kandeli, s'il vous plaît. Alors, une phrase qui plaît à Yasmina, c'est « the last but not the least ». Alors, il est directeur marketing chez Orange, un professionnel de l'IT. Il a travaillé sur le mobile payment, l'infrastructure, les télécoms, le cloud. Il a démarré en tant que conseiller en management en France. Il a roulé un peu sa bosse et aujourd'hui, il est directeur marketing chez Orange. Sous vos applaudissements, Mehdi Bouzouba, s'il vous plaît. Alors, il est agile parce que le geste n'est pas un geste facile et alors, on va être dans le même ordre. On va être sur une table ronde 45 minutes. On va être focus sur le sujet, mais aussi surtout focus sur ces use cases. Et on prendrait tout à l'heure des questions. Je commencerai par Fouad. C'était surprise. Évidemment. Voilà, et donc on l'a fait, c'est la disruption. Et donc tu me parlais de ces use cases sur lesquels vous travaillez, mais de façon multisectorielle. Des applications qui sont aujourd'hui au travail technologique disruptive dans le monde de la finance, dans le monde de la santé, aussi dans le monde de l'éducation, et des choses concrètes que tu veux partager aujourd'hui avec nous comme use case.
Très bien, merci, merci. Rien n'est surprenant avec toi, mon cher Hassan. Au fait, pour construire sur toutes les tables rondes qu'il y a eu avant, nous sommes aujourd'hui dans une... autant il y a un an, à peine un an ou 2 ans, on était dans une phase de discussion, beaucoup de tables rondes, beaucoup de workshops, beaucoup de réunions avec des clients, avec des partenaires, où on parlait beaucoup de tous ces éléments de langage que j'appelle blockchain, IoT, cloud et autres. Et au fait, juste avec la vitesse fulgurante de ces technologies-là, et pour être pratique, nous avons, en tout cas l'expérience terrain a montré que sur juste les 12 derniers mois, beaucoup de ces discussions-là, beaucoup de ces workshops, beaucoup de ces stratégies deviennent de plus en plus réalité, dans le sens où il y a une exécution, une pratique par rapport à ça, peut-être pas à l'échelle globale, ou plutôt à une grande échelle, mais pas mal de ces discussions se transforment de plus en plus en pilotes, en mise en place réelle de POC dans des situations réelles, dans les environnements réels du client. Et ça dénote d'un intérêt de ces clients-là pour dire à quoi ça va ressembler dans mon environnement réellement, au lieu de dire ça s'est passé aux États-Unis, au Japon, en France ou ailleurs. L'environnement au Maroc, dans mon contexte, dans mon business plan, comme a dit Khaled tout à l'heure par rapport à l'expérience de mes clients, de mon offre sur le terrain. Et au fait, nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des petites choses, que j'appelle petites choses, mais comme vous le savez, la technologie, c'est l'infiniment petit qui devient très grand au bout d'un moment. Et aujourd'hui, nous travaillons avec nos équipes, avec nos partenaires globaux sur des pilotes, aussi bien dans le domaine de la finance. Aujourd'hui, les banques sont de grands, je dirais, acheteurs de ce type d'idées, dans le domaine de l'industrie aussi, et puis dans le domaine du service aux citoyens, donc dans le cadre de la gestion de la ville et ainsi de suite. Donc tout ce que je peux dire, c'est que, bonne nouvelle, ce n'est plus de la théorie. Le Maroc n'est plus, je dirais, les clients marocains ne sont plus dans le côté, je dirais, pensant à cela, faisant des réunions dans ce sens, trouvons des budgets dans ce sens, mais plus, ok, montrez-moi de quoi il s'agit, dans mon environnement, je veux tester sur des pilotes à petite échelle, mais qui peuvent donner des idées pour les globaliser, et la bonne nouvelle, elle est là. Et l'accélération des 12 derniers mois est absolument fulgurante. Je me dis que d'ici 12 mois, peut-être, ou même un peu moins, on sera peut-être à des stades de ok, on a fait ce pilote, allez, on y va, on va commencer par telle ou telle partie, ou globalisant ça. Et je trouve que la fin justifiant les moyens, le Maroc, comme c'est notre pays qu'on aime, on aime tellement, et on a toujours été capable de nous adapter, d'aller même très vite et plus vite que d'autres marchés qui sont réputés être matures. J'ai une très grande confiance par rapport à nos clients, par rapport à leur qualité et la qualité stratégique, leur proximité avec leurs clients. Tout à l'heure, on a entendu des métiers qui disent beaucoup comment je vais servir mon client, quelle est l'expérience client. Donc ça devient au centre de tout, même les sociétés publiques et semi-publiques. Et ça, c'est une grande nouvelle pour le Maroc, parce que tout simplement, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre plus de retard. Nous n'avons plus le choix. Il faut qu'on soit dans le train, le concert des nations, technologique. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, au risque de me répéter, il y a eu une accélération absolument foudroyante par rapport à cela. Et je pense que sur les 12 prochains mois, je suis prêt à parier que ça va aller encore plus vite. Et c'est tant mieux pour tout le monde, pour nos clients, pour nos partenaires, pour nous-mêmes et pour l'écosystème. Souvent, il y a une question sous-jacente à ce point, c'est qu'on se dit, est-ce que réellement, ces POC qui sont en train d'être lancés, etc., est-ce qu'ils se font avec de la compétence locale ou c'est avec des partenaires internationaux? Parce que souvent, on se dit, ces compétences, peut-être qu'ils ne sont pas, et comment c'est géré à votre niveau? C'est une très bonne question. Au fait, encore une fois, vous connaissez très bien le marché marocain. Nous disposons de compétences absolument fantastiques dans ce pays. À partir du moment
où il faut leur laisser du champ. Je ne sais pas qui a dit « think out of the box ». Les gens veulent avoir de l'espace autour d'eux. Un individu, un ingénieur, un employé, du moins c'est la culture qu'on prône chez CBI, il faut qu'il ait cet espace où il va dire « Ok, je peux créer, je peux participer, je connais mes objectifs, je sais les mesurer et je sais où je vais ». Et juste ce petit, je dirais, cette mise au point, où c'est ce contexte-là, permet à nos ingénieurs d'être extrêmement créatifs et surtout extrêmement compétents dans tout ce qui est nouvelle technologie. Nous sommes un peuple jeune dans ce sens-là. Alors nous, évidemment, on utilise le plus possible, et c'est, je dirais, une force qu'on voudrait dans la mesure du possible, et on fera tout pour la garder, de ressources, de capital humain, qui est là depuis longtemps. N'oublions pas, on est 270 personnes, dont beaucoup de personnes sortent à la retraite, je dirais, de chez nous. Et ça c'est non négociable pour nous. Le capital humain, il faut qu'on l'upskill, il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on lui donne du champ pour qu'il puisse créer, être responsable. Et nous utilisons nos ressources dans ce sens-là. Mais ceci, nous ne pouvons pas, on ne peut pas y arriver tout seul. Nous arrimons, tout à l'heure, Khaled a dit un terme sympa qui s'appelle, nous arrimons aux globaux, aux leaders mondiaux dans les technologies de l'information, et qui sont eux-mêmes en train de se transformer. Il ne faut pas l'oublier, hein. Ce n'est pas des gens qui arrivent et qui disent voilà comment il faut faire. On construit ensemble ces choses-là. C'est une maturité. Ils sont peut-être un peu plus en avance, avec plus de moyens en termes d'innovation, de R&D et tout, mais ils ne peuvent pas y arriver sans des acteurs locaux qui sont sur les mêmes ondes, de la même manière, sur la même page, on the same page, comme on dit. Et donc oui, ressources locales, avec l'aide de nos ressources locales qui travaillent chez nos partenaires globaux, et puis des fois, pourquoi pas, pour ne pas réinventer la roue et faire des shortcuts, ramener aussi des experts de l'étranger. On est dans un monde global. Bien sûr. Merci beaucoup Fouad pour cet éclairage. En tout cas, on retient qu'aujourd'hui, au Maroc, on est dans la phase de POC, de pilote, de test. On est en train de voir si réellement ça va tenir pour passer sur les 12 prochains mois, Inch'Allah, à la vitesse supérieure. Alors, ce qui m'amène justement à poser une question à Shakib Achour, en sa qualité de directeur marketing et business stratégie chez Huawei. On a beaucoup échangé, moi et toi, sur toute l'offre aujourd'hui en termes de use case de Huawei, que ce soit sur le cloud, la santé, l'agriculture, sur les projets structurants à l'échelle internationale. Si tu peux nous apporter un éclairage qui benchmarkerait éventuellement avec ce qui se fait au Maroc. Merci. Premièrement, donc, c'est pour démarrer, donc j'aimerais bien expliquer un petit peu la stratégie de notre société. Donc vous le connaissez dans le monde des télécoms. Ce que nous avons lancé comme concept pour le marché télécom, qui a été appliqué pour les autres domaines, c'est tous les objets doivent être cloudifiés, connectés et intelligents. Donc aujourd'hui, si on parle déjà pour les opérateurs télécoms, le réseau 5G qui arrive, il sera dans le cloud. C'est-à-dire ça nécessite une transformation au niveau de réseau. Donc au niveau de la transmission de réseau, donc au niveau du core network, donc le cloud il est là. Donc l'idée de Huawei, c'est la transformation digitale, elle est basée sur le cloud. Donc le composant essentiel de cette transformation digitale doit passer par le cloud. Alors, par rapport à ça, nous avons développé donc toute une plateforme de cloud aujourd'hui où on s'appuie sur des opérateurs télécoms, à l'instar, donc je dirais, de Microsoft ou de Google, Amazon. Donc ne vendons pas le cloud directement aux entreprises, mais on s'appuie directement sur des opérateurs télécoms. En France, par exemple, on a un partenariat avec Orange pour couvrir l'Europe de l'Ouest et pour couvrir les États-Unis, pour couvrir l'Asie. On travaille avec Deutsche Telekom sur le marché allemand. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour nos partenaires des SAP. Donc, on a SAP HANA as a Service sur l'Open Telecom Cloud de Deutsche Telekom. Et aujourd'hui, donc, on le fournit en mode B2B Cloud et qui peut être effectivement également livré aussi au Maroc parce que nous avons déjà un cloud ici qui est utilisé par un opérateur marocain. Alors, là, tout ça, ça me fait revenir vers des use cases que je vais développer avec vous, donc sur la santé, sur l'éducation, gouvernement. Et je vais démarrer par un use case qui est très significatif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de le projet Copernicus. La Commission européenne donc, a lancé des satellites qui ont pour objectif de collecter des données.
Alors, c'est bien de collecter des données, mais après, donc, il faut les exploiter. Donc, l'idée, c'est, une fois que ces satellites ils étaient là, donc ils collectent les données, il y a un consortium qui a été monté entre Airbus, Orange Business Services et Capgemini. Et donc ils exploitent ces données qui viennent des satellites, qui sont croisées avec d'autres données. Et le but, c'est quoi? C'est pour fournir des données pour la marine, par exemple, la vitesse du vent, la qualité de l'air, ou par exemple l'état de la végétation pour l'agriculture. Ce sont des données réelles qui existent aujourd'hui et qui sont aujourd'hui accessibles sur une plateforme de cloud qui est opérée donc, d'ailleurs par OBS, donc en France. Et aujourd'hui, cette plateforme, elle permet à des utilisateurs, à des entreprises d'utiliser ces données-là et par des moyens d'algorithmes de big data, d'enrichir, je dirais, ces données-là et construire derrière ça des applications, développer des applications pour Smart City IoT. C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui qui existe aujourd'hui donc en France, qu'on peut très bien développer ici au Maroc. Nous avons très bien, vous savez très bien que nous avons lancé le satellite Mohamed VI qui aujourd'hui qui collecte des données qu'on peut utiliser aujourd'hui pour l'agriculture. Donc la technologie, elle est là. La technologie, elle est là pour nous aider à développer, je dirais, tous ces use cases. On peut exploiter ces données, les corréler avec des données externes et donc profiter pour avoir, je dirais, des données pour accroître la compétitivité des entreprises. Chakib, tu m'avais parlé également d'un autre cas qui est les Safe City, sur lequel vous avez aussi travaillé et qui est un projet avec la ville de Marrakech, par exemple. Oui, Marrakech aujourd'hui, donc le cas de Marrakech, donc toute la partie sécurité de vidéosurveillance, elle est sur nos plateformes, donc le data center, le mur d'image, les caméras intelligentes. Nous sommes en train de travailler avec la Wilaya pour mettre plus d'intelligence sur leur plateforme. Et d'ailleurs, je vous invite de passer sur notre stand. Donc il y a de la reconnaissance faciale en temps réel sur de l'analytique directement sur notre stand. Vous pouvez la regarder. Il y a aussi des solutions qu'on est en train de mettre en place pour la gestion des matriculations. Et ce qu'on est en train de voir avec Marrakech plus tard, ça serait plutôt donc d'opérer donc ce qu'on appelle un cloud video surveillance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas pousser la Wilaya à continuer à investir sur la plateforme de vidéosurveillance. Il faudrait, je dirais, avoir un écosystème avec la Wilaya, donc des partenaires de la Wilaya qui vont investir sur ces plateformes de vidéosurveillance en mode cloud et que la Wilaya se concentre plus sur la sécurité, sur l'analytique et sur l'intelligence. Merci beaucoup Chakib pour ton éclairage. Ça va me permettre justement de rebondir puisque tu avais tendu un peu la perche à Microsoft et je sais que Hichem, il est à la fois dans le développement de ces use cases mais aussi avec un regard très... j'allais dire peut-être pas marocain, mais avec un prisme de réalité sociale, un prisme qui est centré aussi sur les compétences. Alors, si tu peux nous apporter ton éclairage, Hicham, sur ces use cases appliqués par Microsoft. Merci beaucoup, Hassan. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, je vais faire un petit rappel pour nous, c'est quoi la transformation digitale chez Microsoft, parce que des fois, on est amené à parler de transformation digitale c'est un buzzword qui adresse tout. Pour nous, transformation digitale, c'est vraiment le fait de créer de la valeur autour d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'une nouvelle source de revenus. Tandis que d'aller sur des histoires d'avoir un chatbot ou d'avoir des applications mobiles, pour nous, c'est de l'augmentation digitale. Ce n'est pas vraiment de la transformation digitale. C'est juste à préciser. Chez Microsoft, en fait, à chaque fois qu'on adresse des projets de transformation digitale, on va aller sur 4 axes principalement. Soit on va travailler sur l'engagement des clients, comment on va avoir une meilleure visibilité de nos clients, de nos citoyens et citizens. Deuxième axe, c'est comment autonomiser un peu les employés, leur donner un champ d'action beaucoup plus large, et vraiment avoir une confiance de collaboration. Le troisième, c'est comment vraiment optimiser les opérations. Et le dernier, c'est comment transformer le produit. Je voudrais citer un exemple en fait sur chaque axe. Si on prend l'engagement des clients, on a travaillé par exemple avec Volvo, un des constructeurs assez chevronnés en hexagone, pour avoir une expérience client très spécifique en utilisant la réalité augmentée, en utilisant technologies comme HoloLens, pour que le client puisse faire designer au préalable une voiture qui répond exactement à ses propres besoins et réellement le permettre de vivre cette expérience au préalable d'avoir à conduire sa propre voiture.
Un deuxième exemple, dans la transformation de produits, on a travaillé avec Rolls-Royce, qui est connu pour ses moteurs assez puissants à travers le monde, et de changer d'un modèle où ils vendent des produits à un modèle où ils font motor as a service. Et c'est là où on a travaillé avec eux pour intégrer on va dire toutes les technologies disruptives. On parle d'IoT, on parle de machine learning, de disruptive, de tout ce qui est maintenance prédictive, pour réellement offrir un service et facturer au service rendu, au lieu que les clients vont s'engager sur des coûts extrêmement importants. On a plusieurs exemples à juste titre. Là, je voudrais revenir aussi sur un point essentiel qui est revenu plusieurs fois sur le coût, dans la discussion de tout à l'heure. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le cloud, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour nous tous, en l'occurrence pour un pays comme le Maroc, parce que le cloud, aujourd'hui, permet réellement d'aller rêver sur des scénarios d'usage qui sont extrêmement avancés et puissants, sans pour autant avoir à investir lourdement et aller à son rythme au fur et à mesure de voir un peu comment le marché réagit par rapport aux nouveaux produits. S'il n'y avait pas le cloud, on n'aurait pas aujourd'hui des players comme Uber, comme Airbnb, etc. C'est des gens qui ont investi au fur et à mesure et le marché a pris et ils ont pu y aller. Maintenant, si en fait on regarde ça sur le marché marocain, je dirais le marché marocain, on a en fait une double vitesse. Il y a des entreprises dans le secteur privé, il y a même dans l'administration, on voit vraiment des gens qui portent ce drapeau de transformation digitale. Et à chaque fois qu'on a pu aller sur des projets, je dirais jusqu'au bout, il y avait vraiment beaucoup de courage et beaucoup d'engagement de leadership au niveau très haut de la hiérarchie, avec un support très très fort de la DSI. Et un support de la DSI beaucoup plus porté sur le business. D'ailleurs, je voudrais juste partager un petit élément. Je parcourais un peu le rapport de Gartner sur les prédictions 2018. Il parle qu'en 2021, on prévoit que 40% des DSI vont se transformer dans un rôle de business. Et là, on commence à voir réellement des gens qui portent la voix du business. Et c'est à chaque fois qu'on a un DSI qui est porté sur le business, on voit vraiment de la transformation digitale se faire, même au Maroc. Dans tous les cas, depuis ce matin, on est avec des salariés qui vont être augmentés, des DSI qui vont changer de métier. C'est vraiment, on est dans la transformation digitale disruptive. Il me restait peut-être une question, Hicham, c'est ce dont on parlait hier, c'est, toi tu couvres un peu l'Afrique francophone, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Côte d'Ivoire et Sénégal. On a souvent tendance à dire le Maroc est en tête de peloton, etc. Est-ce que sur cette question, où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on est au même niveau et il faut qu'on accélère? Est-ce qu'on risque d'être dépassé? Comment toi tu le vis au sein de Microsoft? Là, réellement, je vais revenir sur le cloud comme accélérateur de transformation digitale. On est en train d'y aller au Maroc, mais à différentes vitesses. Je vois l'exemple d'un pays comme le Côte d'Ivoire. J'ai passé un peu de temps il y a quelques semaines. Et je vois le gouvernement de Côte d'Ivoire, comment il se transforme en tant que gouvernement et avec une vision un peu coordonnée. Il est vrai qu'il profite de la dernière technologie, c'est comme le mobile, hein, c'est les mêmes histoires qui se répètent, mais là c'est le courage politique derrière et la volonté qui est alignée. Ils ont une agence comme ce qu'on est en train d'essayer de faire, ils ont pris un peu d'expérience avec cette agence-là, mais vraiment ils arrivent à faire des choses extrêmement puissantes. Ils ont un catalogue de services au niveau de cette agence qu'ils veulent mettre au service des citoyens et ils misent réellement sur le cloud. Après des histoires de données, data souveraineté, etc. On est dans ce genre de schéma aussi, mais leur vraiment objectif principal, c'est le rendre aux citoyens le plus vite possible. Et au fur et à mesure, ils sont en train de mettre à niveau l'infrastructure derrière pour supporter. Merci beaucoup Hicham pour ton éclairage. On reviendrait tout à l'heure puisqu'on prendrait des questions de la salle, mais en tous les cas, j'ai encore quelques questions à poser à Si Mohamed. York University, je sais que tu es focus sur la blockchain avec des applications sur lesquelles tu avais travaillé, notamment dans le secteur d'éducation. Je sais aussi que tu avais travaillé sur des labs en Arabie Saoudite. Si tu peux, alors cet éclairage pluriel que je souhaite que tu partages avec nous, à toi la parole. 20 000 merci, c'est Hassan. 20 000. Oui, on va applaudir pas 20 000 fois. 20 000 merci.
Je tiens à remercier encore Lozim et en la personne de Simon Sad pour l'invitation. Je suis ravi et heureux d'être pour la première fois ici au Maroc pour parler de mon expérience, une technologie dont je suis passionné. Donc, pour mon parcours, déjà une petite question juste pour juger l'audience. Parmi vous, qui connaissait le blockchain? Qui connaît le blockchain aujourd'hui? On est en avance par rapport au Ouais, monde. Qui travaille sur un projet ou un proof of concept sur blockchain? On a comme 4 projets, c'est bien. Donc, moi j'avais commencé dans le domaine de blockchain du volet de recherche, où quand je faisais mon master à l'école de business à Halifax au Canada. D'ailleurs, j'avais appris ces technologies de la part d'une femme, donc un grand salut aux femmes présentes parmi nous aujourd'hui. Oui, des applaudissements. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'organiser peut-être l'un des premiers événements pour reconnaître la contribution des femmes dans le domaine de blockchain, qu'on avait appelé Blockchain 50-50. Mais malheureusement, on avait plus que d'hommes dans l'audience que de femmes, donc on va la répéter l'année prochaine. Espérons on aura plus de... Donc j'avais commencé dans le domaine de la recherche, un petit peu j'avais appris sur les applications de ces technologies, autres qu'on connaît tous, la crypto-monnaie durant mes études supérieures au Canada. Donc, et là, venant du secteur financier, j'avais rapidement réalisé le disruption ou l'impact que cette technologie peut avoir sur le domaine financier. Donc j'avais commencé à faire des recherches sur des études de cas, sur comment cette technologie peut changer la façon à travers laquelle on interagit, la façon à travers laquelle on fait le business. Donc j'avais travaillé dans une étude de cas lorsque j'étais à l'école sur l'utilisation de la blockchain pour la réduction et l'élimination des fraudes dans le domaine de l'art et comment vérifier la véracité d'une pièce d'art. Une étude de cas qui a reçu le prix d'innovation d'Ireland. C'est un prix d'innovation au Canada. Et après, donc, comme tout le monde, j'ai commencé à faire des recherches. La différence de blockchain avec d'autres technologies, c'est que c'est une technologie qui a commencé de la communauté. C'est une technologie qui a commencé d'une façon décentralisée, et c'est des gens qui ont commencé à se poser une question très simple. Si aujourd'hui on est capable d'envoyer des emails dans des millisecondes, pourquoi ce n'est pas le cas pour les choses de valeur? Donc, si je suis capable de vous envoyer un email et vous le recevez sur le champ, pourquoi je ne peux pas vous envoyer de l'argent et vous le recevez de la même façon? La simple raison, c'est que lorsque je vous envoie un courrier électronique, je garde une copie du courrier électronique. Lorsqu'on parle d'une chose de valeur, ça c'est pas possible parce que si je vous donne $20,000, Voilà, 20 000. $20,000, je ne dois plus avoir accès à ces $20,000. Donc, Bitcoin ou blockchain, c'est ça l'innovation qui est apportée. C'est comment plusieurs intervenants peuvent transacter entre eux sans pour autant faire appel à un intermédiaire. Donc on appelle la blockchain technology, c'est comme trustless technology. C'est que on n'a pas besoin de faire confiance aux intervenants. Donc on fait confiance au système à travers des méthodes de vérification algorithmique, et aussi il y a le hashing pour diminuer un petit peu le size. La taille des données qui sont dans le système. Donc, après, j'étais impliqué avec l'université de York à Toronto pour développer des programmes de formation continue. Et là, donc, en étant passionné et avec ces technologies, donc on a mis le point sur la practicalité. Par exemple,
l'un des idées, c'était pas surtout de juste donner de la formation, de sensibiliser les gens autour de ces technologies, mais aussi de leur démontrer c'est quoi les applications de cette technologie. Donc, on avait commencé avec un programme de formation dont je faisais part de la première session qui s'appelle Certified Ethereum Developer. Et là, donc, là, aujourd'hui, on est à 15 programmes de formation continue sur le domaine de la blockchain. Mais comme j'avais mentionné, on mettait le point et on met toujours le point sur la practicalité. C'est que tout au long de ces programmes, les étudiants, les participants, ils doivent travailler sur des idées réelles. Et ce qui est très important, c'est que ces participants, ils viennent du domaine professionnel. Donc, ils viennent avec eux des problèmes qu'ils ont rencontrés au sein de leur entreprise ou au sein de leur travail. Donc, ils essayent de voir comment cette technologie peut être bénéfique pour ces problèmes. Parce qu'il y avait un phénomène qu'on avait réalisé l'année dernière, c'est que blockchain, tout le monde est parlé du blockchain, c'est des trends. Donc la plupart des gens, comme on dit, ils vont prendre un problème, ils vont le blockchainer. Donc il n'y avait pas vraiment une étude de prérequis parce que blockchain ne va pas résoudre les problèmes du monde. Une histoire un petit peu drôle, c'est que il s'était avéré que une compagnie, dont le nom m'échappe, ils ont juste ajouté le nom coin après leur nom et après la valeur de leur stock, il avait augmenté de façon substantielle. En termes d'études de cas, donc au niveau de ces formations, on a dit ok, il faut démontrer l'usabilité de cette technologie. Donc on avait développé un système basé sur la technologie de la blockchain pour confirmer la véracité des diplômes et des certificats. Donc c'est un problème qui touche le secteur de l'éducation. Moi, en étant un étudiant international au Canada, donc on m'a été demandé d'aller ou de contacter mon université ou les écoles dont j'avais fait les études au Maroc, leur demander des relevés de notes qui sont fermés dans une enveloppe et envoyés par voie de courrier. Ce qui est un petit peu une expérience frustrante pour les étudiants. Donc ce qu'on avait fait, on avait développé ce système et chaque participant qui passe par les formations à l'université de York, il reçoit son certificat sur le blockchain avec un code qui peut donner à un employeur, qui peut donner à une autre université pour vérifier réellement qu'il avait validé tous les prérequis pour ce certificat et en temps réel, sans pour autant embêter l'université, etc. Un dernier mot? Oui. D'autres projets sur lesquels j'avais travaillé, c'est le dernier projet, c'est un projet dans le domaine pétrochimique avec l'un des grandes compagnies au niveau mondial. Et l'idée, c'était le processus de gestion de contrats d'approvisionnement. Il prenait des mois parce que il y avait plusieurs intervenants, il y avait plusieurs signatures qui sont requises. Et ça me rappelle le contexte marocain. Donc, on avait développé une plateforme sur laquelle, en utilisant la technologie du smart contract pour automatiser ces contrats et aussi pour gérer les permissions d'une façon décentralisée. Donc, on a pu, durant le POC, de réduire le temps de validation de ces contrats des mois à des minutes ou secondes. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour ton éclairage. Je sais que tout à l'heure, je te poserai une question sur quid de ce que tu as apporté comme proposition pour le Maroc, parce que je sais que tu as ramené un projet avec toi. Ce qui me permet de rebondir et poser la question à Mehdi Bouzouba. Mehdi Bouzouba, quand on préparait justement cette table ronde, je lui avais posé la question et il me dit « Non, on n'est pas dans une logique de cosmétique ». Et ça m'a interpellé parce que je m'étais dit qu'est-ce qui fait qu'on peut se poser la question ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est juste du coloriage ou est-ce qu'on est sur une trame de fond qui permet justement de concevoir des solutions, de les rendre, enfin de les
de les rendre applicables et utilisables de façon à permettre aux citoyens connectés ou à l'usager connecté d'améliorer ses performances. Donc si tu peux nous apporter un éclairage par rapport à ces points. Alors déjà, merci pour la question, merci pour l'invitation. Pour expliciter un peu le fond de ma pensée, quand je parlais de cosmétiques, ce que je voulais dire, c'est que travailler dans des domaines effectivement innovants, c'est super, c'est gratifiant, mais ce qui l'est encore plus, c'est de les rendre réels, d'accord ? Et il est vrai que si on observe quelques sujets qui sont aujourd'hui, qui refont l'actualité aujourd'hui, en réalité, pour ceux qui les ont observés depuis le moment où on en parle, ils nous laissent une perception de lenteur dans l'implémentation ou d'inachevé. Je pense par exemple au paiement mobile pour lequel, me semble-t-il, on a perdu au moins 8 ans avant d'avoir cette fameuse loi sur les établissements de paiement, enfin circulaire, parce que quelque part, il y avait déjà des acteurs qui avaient ce genre de solution, mais qui n'ont pas pu les lancer il y a 8 ans. Je pense aussi à la signature électronique, où aujourd'hui, en réalité, on a un cadre législatif, on a un prestataire de certification électronique, et le cadre législatif explicite que les documents juridiques peuvent être opposés à un tribunal de commerce, mais la réalité c'est que les tribunaux de commerce se révèlent incompétents dans le traitement de ce genre de documents électroniques, puisqu'ils ne sont pas équipés en outils qui puissent leur permettre d'authentifier ces documents-là. Et donc quelque part, ces technologies qui sont, elles, déjà disruptives, qui auraient pu permettre au Maroc, justement, de connaître vraiment, de baigner dans la disruption et d'ouvrir de nombreuses opportunités de business à différents verticaux. Bon, elles ont pris beaucoup de temps avant de se mettre en œuvre. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai que l'un des sujets sur lesquels on travaille, c'est l'IoT. C'est le choix que j'ai fait parce que quand j'ai vu le titre de la conférence, on parlait d'intelligence artificielle, j'y connais absolument rien. Et la blockchain, tu t'es dit, on avait un expert, voilà. Je n'allais pas faire le malin. Et j'ai pris un peu Pour d'avance. tu t'es dit, il y a Shakib, et Microsoft et CBI, tu t'es dit, voilà. Je leur laisse leur monde et moi je m'attaque à... Je m'attaque à l'IoT. Alors, s'agissant de l'IoT, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'IoT, c'est un sujet qui peut paraître complexe, parce que c'est une somme de plusieurs éléments dans une chaîne de la valeur, puisque l'IoT, en réalité, c'est quoi? C'est des objets qu'on dispose dans un certain nombre d'endroits, qui peuvent être d'ailleurs statiques ou en mouvement. Ces objets-là collectent des données, ces données doivent être transportées. Ce transport doit être sécurisé. D'ailleurs, il n'y a pas que le transport qui doit être sécurisé, la donnée doit être sécurisée un peu partout dans la chaîne de la valeur. Puis ces données doivent être stockées, traitées ou encore processées, puis analysées et enfin partagées avec d'autres acteurs de l'écosystème. Et donc tous ces sujets, enfin toutes ces fonctions-là dans la chaîne de la valeur appellent à des enjeux différents. Les objets doivent être interopérables, le transport lui-même, il y a différents types de technologies de transport qui sont concurrentes et qui sont aujourd'hui testées dans différents endroits. Tout à l'heure, mon collègue parlait de la 5G, il y a la LoRa, il y a beaucoup de technologies de transport qui sont là et qui doivent dialoguer avec les technologies de transport des fournisseurs de connectivité que sont les opérateurs télécoms. Il y a évidemment la cybersécurité pour pouvoir protéger ces données, qui est aussi un enjeu, mais la cybersécurité, c'est une approche technique. En réalité, le vrai sujet, c'est un sujet réglementaire, voire législatif, parce que ces données-là, moi je vais donner juste un exemple simple, on avait quelqu'un qui parlait au nom des régies il y a quelques minutes. Imaginez un opérateur dans une salle machine qui a une visibilité grâce à un reporting de votre consommation d'énergie, vous, citoyen lambda ou client en tout cas de cette régie, dans la journée, il sait quand est-ce que vous rentrez chez vous, quand est-ce que vous allumez votre télé, quand est-ce que vous dormez, et donc ça pose des questions de sécurité pour le citoyen qui se dit tiens, il sait quand est-ce que je suis pas là, il peut venir à tout moment rentrer et faire ce qu'il veut dans la maison. Donc il y a ces questions de réglementation de la donnée elle-même. Bon, on a le régulateur télécom qui est là et qui réfléchit depuis plusieurs mois, voire quelques années en tout cas, sur la question des fréquences, comment réguler justement ces fréquences, ou pas d'ailleurs. Donc ça pose vraiment beaucoup d'enjeux. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est infaisable, parce que déjà, l'IoT, c'est une réalité. C'est d'abord une réalité à l'international. Et au Maroc ?
Alors, d'abord, j'en parle à l'international, mais je vais parler aussi du Maroc. À l'international, bon, je vais parler du groupe Orange. De toute façon, mon collègue de Huawei en a parlé aussi, donc il m'en voudra pas. En Europe, on a par exemple en France un déploiement national sur 30 000 communes de la technologie LoRa, qui a permis pas mal de use cases, parmi lesquels je peux citer Coca-Cola, qui perdait en fait ses distributeurs de canettes, tout simplement parce que les points d'intérêt font faillite ou s'arrêtent, cessent leur activité, et ils perdaient 20 à 30% de leurs distributeurs de canettes par an. Et ça fait beaucoup d'argent de perdu. Avec ce déploiement de cette technologie, ils ont pu mettre en œuvre des solutions qui permettent de superviser, de localiser ces distributeurs, et ils gagnent aujourd'hui près d'1,5 million d'euros par an juste en économie réalisée sur les distributeurs qui sont perdus. Donc c'est une réalité. Il y a d'autres déploiements en Belgique, au Moyen-Orient qui font parler d'eux. D'ailleurs, Stéphane Mallard parlait de beaucoup de choses connexes à ce sujet ce matin. Au Maroc, c'est aussi une réalité parce que les objets connectés, il y en a déjà aujourd'hui au Maroc. Ils utilisent des technologies dites classiques ou traditionnelles que sont la technologie 3G, 4G. Mais avec déjà ces technologies-là, la télémétrie a pu voir le jour au Maroc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une régie, plutôt que d'envoyer des agents collecter des données dans les différents foyers sur la consommation électrique, aujourd'hui, ils peuvent faire de la télémétrie et collecter des données à travers le réseau 3G, 4G, dans des SIM qui sont disposés dans des boîtiers, et finalement, l'opération de collecte des données devient bien évidemment beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus simple. Il y a d'autres applications qui sont déjà en place, notamment la gestion de flotte ou autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand il s'agira de rentrer dans ces fameuses nouvelles technologies que sont la technologie LoRa, qui permettent en réalité de nouveaux use cases tels que le Smart Agri ou autres, sur ces sujets-là, nous pensons que l'industriel, l'offreur, seul, ou même avec un donneur d'ordre, ne suffiront pas à faire émerger la chaîne de la valeur. Pour ça, c'est un écosystème, tu veux dire ? C'est ce que je veux dire. L'idée, l'appel que nous faisons, et on a des véhicules associatifs qui peuvent fédérer ce genre de choses, on a l'OSIM, l'APBI, Maroc Numérique Cluster, qui peuvent jouer ces rôles-là. Ces acteurs-là peuvent jouer leur rôle en fédérant des écosystèmes qui ne sont pas constitués que d'industriels, donc des industriels, des donneurs d'ordre, des régulateurs, parce que vraiment la régulation sur l'Internet des objets dépasse de loin la problématique des télécoms purs ou de la sécurité des données, mais il gagnerait à structurer ces écosystèmes autour d'expérimentations commerciales. D'ailleurs, le régulateur aujourd'hui permet à autoriser les industriels à faire des expérimentations commerciales dans des sites même de domaine public. Mais c'est important quand même qu'il y ait ce travail collectif de réflexion dès le départ, plutôt que chacun dans son coin en train de faire des expérimentations sur des verticaux très spécifiques. Merci beaucoup, Mehdi, parce que justement la question, ça a été, depuis ce matin, de chercher une cohérence d'ensemble entre tous les acteurs publics, privés, régulateurs, administration, secteur public, privé, et c'est justement au travers de tes mots que cela ressort. Alors justement, ce que je vous avais proposé en guise d'introduction de cette belle table ronde, c'est d'en faire justement une table ronde d'exception, avec des intervenants d'exception et un public d'exception. L'échange, justement, on souhaitait aussi vous écouter si vous avez des questions ou des commentaires ou des réactions. Vous qui avez participé depuis ce matin, donc vous avez une idée sur des questionnements qui peuvent vous passer par la tête. Alors, la première question, je sais qu'il est toujours difficile. Moi, je vous propose, on passe directement à la deuxième. C'est encore plus facile. Ça va vous permettre de rester éveillé. Alors, il y a une hôtesse qui a un micro. Le premier, bien sûr, il aura droit à des applaudissements, bien sûr, parce qu'il est le premier à avoir posé la question et osé. Le deuxième aussi. Alors, on prend peut-être 3-4 questions. Si vous avez un complément ou quelque chose sur lequel vous souhaitez interagir avec les intervenants ou sur les sujets qui ont été débattus sur la table 2 ou 3, même si les intervenants sont aussi dans la salle, mais vous aurez la possibilité de réagir aussi. Bien, donc la deuxième question étant aussi difficile pour 5e assise, on passe à la 3e. Jawed,
Merci Jawed. Alors on applaudit Jawed puisque c'est la première question. En plus, pas n'importe qui, c'est une question d'un président de l'OSIM. C'est pas rien. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça oui. marche, ok. Non, c'est juste par rapport à cette histoire d'IoT. Alors, effectivement, c'est facile de dire, on peut faire de la télémétrie. Et je peux vous étonner, par exemple, le cas de Casablanca, plus de 55% du chiffre d'affaires est déjà réalisé par télémétrie. Mais, les pouvoirs publics, ils ont un rôle très important. Et aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas de fréquence. Quand je vais en France ou aux États-Unis, la 913, ou en France, la 868 ou la 169 MHz, il est donné par des opérateurs et le coût de connexion annuel pour un objet connecté, il est de 2 € en moyenne. Si un opérateur peut nous donner un coût de 2 € par an d'un compteur, je pense qu'on a résolu le problème de la collecte par télémétrie et de l'IoT au Maroc et on aura même en même temps créé un écosystème pour l'électronique au Maroc. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Moi, je ne comprends. Alors, je peux comprendre qu'il y a derrière pas mal de je dirais, De situations qui nécessitent de une réflexion. considérations assez importantes au niveau chiffre d'affaires des opérateurs, etc. Mais si on le fait, on va créer un écosystème qui va apporter énormément d'emplois, qui va permettre au Maroc d'aller vers des choses très importantes au niveau de l'électronique, au niveau du software, et c'est quelque chose qui est facile aujourd'hui à faire. C'est quelque chose qui est facile aujourd'hui à faire. Merci beaucoup, Jawed. En tous les cas, Est-ce que je peux répondre? On prendra 3 ou 4 questions et après. En tous les cas, la question de Jawed, il va dans le sens de ce qu'on avait dit dans la première table ronde, c'est comment y aller, et c'est ce genre de proposition que pourrait éventuellement porter l'OSIM et l'ensemble de ses partenaires pour en faire une vraie réalité, un vrai levier de développement. On prendrait peut-être une autre question ou une réaction. Karim, puisque tu es debout, tu as envie de poser une question? Ok. Alors, il y a une question pour madame, là-bas au fond. Merci. Donc, je me présente, Bouchra Gatifi, expert senior transformation digitale au sein d'Orange, au sein de la direction marketing B2B. Vous êtes venu en force? Oui. Ok. Donc, je suis un cas qui correspond à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc la migration de la DSI vers le métier. Donc, j'ai passé, depuis 2000, j'étais à la DSI jusqu'à 2015. Et là, depuis 2015, je suis à la direction marketing. Donc, ma question, c'est par rapport à l'impact et vos retours d'expérience sur la blockchain, data, IoT et toutes les nouvelles technologies disruptives en termes d'organisation. Donc ça, la transition entre l'IT vers le métier, c'est un exemple de changement d'organisation. Mais ces technologies vont apporter beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de changements en termes d'organisation, beaucoup de choses qui vont bouleverser les entreprises et changer la façon d'être, les process et tout ça. Donc on aimerait bien avoir un zoom sur ces impacts à partir de vos retours d'expérience. Merci. Merci beaucoup. Alors, une dame expert senior, c'est aussi quelque chose dont on peut être fier et on peut féliciter. On prendra une troisième réaction ou retour, complément. Profitez-en. Ils sont là. Alors, il y a personne qui a posé la question. Jawed, tu représentes justement la partie, donc également. Vous êtes épargné, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une question. Alors, elle dit que la question, elle est valable pour une matrice, à la fois verticale et horizontale, comme ça. Donc, je suis Manar Beneni, je suis de Tijeri Wafa Bank. Juste avoir un retour d'expérience concret, un use case, par rapport au blockchain, data, IoT, dans un domaine bancaire, un domaine d'activité bancaire principalement, risque ou autre, mais qu'on puisse se projeter dans le domaine bancaire. Merci.
Je pense que la question elle est directement vers Fouad. Je prends la dernière, Samira. Samira Chekri. Ici, s'il vous plaît. Merci. Ma question, c'est à propos du blockchain. Est-ce que si on veut utiliser le blockchain dans le même cadre des diplômes de l'université, est-ce qu'actuellement le Maroc, avec ce qu'il a, l'enseignement supérieur, les universités, ont la possibilité de le faire? Je sais qu'ils ont fait pas mal de services en ligne, surtout le ministère de l'Éducation nationale. Ils sont bien équipés pour ça et ils ont dématérialisé leur métier vis-à-vis des élèves et des parents d'élèves dans un projet Massar. Et ils ont des équipements génie. Pour l'enseignement supérieur aussi, je sais que les universités ont dématérialisé tout le process d'inscription en ligne. Voilà. Pour les diplômes, si on utilise le blockchain, est-ce qu'on peut le faire maintenant avec ce qu'on a? Merci beaucoup pour ta question. Alors, 5 intervenants, je prendrai 5 questions. On est arrivé à la 4e. J'ai besoin d'une 5e, comme ça on est dans les 50-50, c'est ça? Ok. Une 5e et dernière question. Et après, je vous promets qu'on passera aux réponses et on passera au tombola. Ceux qui auraient posé des questions seraient peut-être... Allez, Karim, vas-y. Attends, micro pour Karim, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Karim Hamdaoui et l'MPS Group. C'est vrai que je n'ai pas assisté au débat depuis le début, mais j'aimerais bien poser une question sur qu'est-ce qui va apporter le blockchain pour tout ce qui est cybersécurité. Donc c'est un domaine qui est lié à tout ce qui est blockchain. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut nous éclaircir par rapport à ce point. Blockchain et cybersécurité. Donc c'est ça la question. Merci beaucoup Karim. Alors je vous laisse, peut-être chacun de vous réagirait par rapport à une question qui a été posée. Beaucoup de questions sur la blockchain, donc je commence par Si Mohamed. Donc, comme je disais, pour répondre à la question du monsieur Jean, pour les applications du blockchain sont plus apparentes dans le domaine financier. Dans le domaine bancaire, par exemple, on parle du cross-border payment, des paiements transnationaux qui peuvent être, où on peut utiliser la technologie blockchain pour faciliter le transfert de ces paiements. On parle de settlement entre les banques aussi, où la technologie de la blockchain peut être aussi utile. La deuxième question par rapport au système d'éducation, si on peut, oui, ce n'est pas une question de pouvoir, je pense que c'est une question de volonté. La raison pour laquelle l'outil a eu un succès au niveau de la ville de Toronto, parce qu'on avait eu le support de l'Université de York. Mais néanmoins, et pour contribuer à l'évolution de cette technologie au niveau national, j'offre depuis cet événement, s'il y a des universitaires ici, d'utiliser le service en gratuité, s'ils souhaitent l'utiliser ou le vérifier. Donc, s'il y a des universitaires ici, donc vous pouvez venir me parler après la conférence. Il y avait une question également sur est-ce qu'aujourd'hui au Maroc, les applications dont tu as parlé sur les diplômes, est-ce qu'ils peuvent être applicables ou il y a des prérequis particuliers? Bien sûr qu'ils peuvent être applicables. Enfin, lorsqu'on parle de technologies comme par exemple blockchain, IoT, donc il faut une certaine transition du papier au digital. Donc ça c'est très important. Chose que je pense, comme Madame Sami avait mentionné, des universités sont en train de faire, de réaliser. Donc oui, c'est possible. Il y avait une autre question qui n'a pas été posée par la salle, mais qui est dans ma tête. Tu m'avais dit que ces technologies disruptives, in fine, le mot disruptive n'est qu'un début. On passerait à des croisements entre blockchain et AI et on l'appellerait autrement. Oui, pour moi, c'est un concept dont j'avais parlé l'année dernière. C'est que, pour moi, personnellement, je pense que blockchain technologie, c'est une technologie de fondation, mais le futur, c'est pour l'intersection de blockchain technologie avec d'autres technologies. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'intelligence artificielle,
la réussite ou le succès des algorithmes est basé sur les données. Donc il y a un grand dilemme pour les chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple, comment s'assurer que les données qu'on utilise dans ces algorithmes ils sont fiables. Donc blockchain, il peut résoudre ce problème-là. En plus, il peut créer de la valeur ajoutée pour l'utilisateur final. Par exemple, au lieu que Facebook ou, je ne sais pas, les grands géants du social media, ils utilisent mes données, ils les vendent à un prestataire de service, moi, je peux avoir contrôle de ces données et je peux avoir les monétiser. D'ailleurs, il y a un projet qu'on avait présenté au sein de l'Université de New York, il est basé en Angleterre, donc ils sont en train de dématérialiser et de mettre les health records, les papiers de santé des utilisateurs dans un système blockchain, et ils peuvent aussi les monétiser pour, par exemple, à travers les compagnies pharmaceutiques s'ils ont accès à ces données. Donc la blockchain, ce n'est pas vraiment une technologie qui va juste être utile pour les entreprises, mais aussi c'est une technologie qui peut donner de la valeur ajoutée à l'utilisateur final. Tu avais appelé ça à un moment donné la technologie de fondation des nouveaux métiers. Alors une question peut-être Fouad sur ces use cases applicables aux banques, si tu as un exemple par rapport à ça sur lequel CBI travaille. En fait, je ne vais pas être plus expert que mon ami, c'est clair. L'explication qu'il a donnée était succincte et to the point. Blockchain, c'est une plateforme, c'est un concept, je dirais, de confiance, basé sur la confiance, sur la démocratisation de la circulation d'un flux d'un point A vers un point B, C, et ainsi de suite. Et ça authentifie, de par cette démocratisation et de par la non-relation qu'il y a entre les différents nœuds, je dirais, ces informations. Donc clairement, l'information, elle sera ou elle est plus sécure dans cet environnement-là. Pour les banques, et c'est une des applicatifs, je dirais une des applications les plus parlantes, on va dire. Bien que le blockchain, aujourd'hui, il s'applique à pratiquement tous les métiers, d'accord? Et pour la banque, effectivement, c'est pour la partie corresponding banking, toute la partie transfert, la partie peut-être même pour les tenants qui sont des personnes physiques et autres. Donc on peut imaginer la banque de demain, je dirais, utilisant le blockchain pour aller, aujourd'hui on est en train de travailler sur la banque digitale, on le voit partout, toutes les banques s'y mettent. Le blockchain permettra, si on appelle ça banque 2.0 ou 3.0, le blockchain permettra d'aller sur un nouveau concept totalement individuel, sécurisé, où chaque individu pourra réguler sa banque à sa guise, d'une manière sécurisée, évidemment autorégulée, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on peut y voir, on peut pousser le bouchon très loin, mais déjà commencer par ce qui se passe aujourd'hui entre les différentes banques déjà, dans des environnements régulés et autres, utiliser le blockchain, on pilote, pour voir comment cette chose-là se passe dans des environnements, je dirais, entre confrères, peut-être avec des grands clients et ainsi de suite, mais tout ce que je veux dire par là, c'est toute la relation que la banque a avec ses confrères, ou avec des organismes internationaux, ou avec certains de ses clients, ou tous ses clients. Donc le blockchain peut être déjà testé à ce niveau-là. Alors peut-être justement, Shakib, par rapport à l'expérience de Huawei dans le secteur bancaire, si tu as un éclairage à faire. Oui, alors j'ai justement des use cases, des références que nous avons fait donc, avec des banques et également dans les retail. Donc vous savez, donc, le système de retail, c'est, à part la logistique, c'est des finances qu'il faut gérer. La première qui me vient à l'esprit, c'est Santander, donc, qui est, je crois, aussi partenaire de Attijari Wahab Bank. Donc, nous avons fait donc, une transformation donc, digitale pour Santander avec Telefonica. La problématique de Santander, c'était la suivante. Donc, ils avaient un certain nombre d'applications qui étaient legacy, qu'ils ne pouvaient pas donc, migrer sur le cloud. Donc, on a fait donc, un assessment avec eux, et donc on a mis en place pour Santander un private cloud pour les applications qui pouvaient aller sur le cloud. Et on a mis en place un disaster recovery pour le private cloud qui était directement chez Santander. Pour des applications qui n'étaient pas critiques, c'était sur le B2B cloud. Donc, nous avons mis en place un hybrid cloud pour Santander qui aujourd'hui leur a donné beaucoup plus de flexibilité en termes de ressources. Donc,
en termes d'élasticité de ressources. Donc ils étaient avant ils étaient bloqués par des problématiques de ressources. Donc dans le cloud, donc on a cette notion d'élasticité, donc la capacité en demande. La deuxième chose, donc on a réduit les coûts. Et la troisième chose, sécuriser les plateformes, parce qu'il y avait Telefonica qui fournissait également la connectivité donc directement à Santander, plus une perte de données zéro, parce qu'on a assuré la business continuité de la banque. La deuxième référence qui me vient à l'esprit, c'est Falabella. C'est un grand retailer en Amérique latine avec qui on a travaillé avec Telefonica. La problématique qu'ils avaient à gérer 5 data centers. Donc finalement, ce retailer, donc, il passait plus de temps à gérer le data center que faire un focus sur leur business. Donc on les a aidés à faire cette transformation. Donc on a fait une transformation de ces existants 5 data centers vers un cloud privé de Falabella. Donc on a coupé l'électricité, on a coupé ces data centers et on leur a offert aussi une partie B2B cloud plus une extension de ressources. Donc du coup, Falabella donc, a pu réduire son TCO, capacité en demande, augmenter le nombre de transactions et surtout donc, faire face aux problématiques de Black Friday qui demandent beaucoup de ressources. Donc ça, c'est des références qui sont concrètes. Et le dernier use case qui me vient aujourd'hui donc également pour des banques, c'est ce qu'on appelle le cloud desktop. Aujourd'hui, beaucoup de banques ne pensent pas à ça. Le cloud desktop, c'est une alternative qui est très intéressante parce que vous assurez la sécurité. Vous n'avez plus rien sur le laptop. La sécurité, elle est directement sur le cloud data center. Et donc, vous avez la sécurité d'une part, et de l'autre part, ce que vous avez, c'est aussi le temps de déploiement. Aujourd'hui, quand vous voulez mettre en place un laptop, c'est beaucoup de temps. Avec le cloud data center de VDI, tout est orchestré au niveau du cloud data center. Donc voilà, donc c'est des Merci beaucoup Shakib pour ton éclairage et surtout pour ce rythme speed sur les use cases, ce qui me permet de rebondir aussi auprès de Hicham sur... il y a deux questions. Il y a si tu as un use case sur banque, et il y a une question sur l'organisation et sur ce passage qui peuvent être développés aussi. En fait, je reviendrai sur la question dans l'application de blockchain dans le finance. Je dirais c'est vraiment là où on peut avoir beaucoup de scénarios d'application. Le premier qui vient à l'esprit, c'est tout ce qui est compensation. En fait, c'est un océan dans lequel on peut appliquer les blockchains très facilement. Un deuxième cas de figure qu'on a mis en place en tant que Microsoft, pour Microsoft, c'est la gestion des lettres de crédit avec Bank of America, où nos partenaires, ils devaient, avant d'engager avec Microsoft, ramener des lettres de crédit, etc. Le process nous prenait en moyenne 5 semaines. Avec la blockchain, on l'a ramené à 2 jours. Donc ça, c'est un cas concret qu'on peut dupliquer très facilement. Un autre cas de figure dans lequel la banque peut jouer un rôle central, tout ce qui est transactions immobilières. Ce qu'on m'a dit mon collègue, c'est vraiment la blockchain, c'est la raison d'être, c'est l'interested network. C'est lorsqu'il n'y a pas de trust, où on va faire appel à la technologie pour rendre cette confiance-là. Et dans la transaction immobilière, c'est typiquement un cas de figure extraordinaire où la banque joue un rôle pour les transferts d'argent avec le notaire et les deux parties prenantes. Maintenant, pour répondre à la question de madame par rapport à la conduite de changement et tout ce qui en suit lorsqu'on est dans des projets de transformation digitale, je reviendrai sur un chiffre, encore une fois, de Gartner, parce qu'on a ce third party de confiance. Et il parle de AI, et nous, lorsqu'on parle de AI, on dit on va avoir des pertes d'emplois. Eux, ce qu'ils disent, en 2020, certes, l'AI va engager une perte de 1,9 million d'emplois à travers le monde, mais il va en créer 2,3 millions d'emplois. C'est-à-dire, le AI, contrairement à tout ce qu'on pense nous, il va réellement créer des emplois additionnels. Bien évidemment, il va créer des emplois additionnels pour des gens qui sont prêts pour avoir ces emplois-là. Et là, je citerai l'exemple de GE, General Electric. Lorsqu'ils ont entamé leur projet, on va dire leur stratégie de transformation digitale, le CEO, il a dit « Every employee is a computer science employee ». Tout le monde s'est mis sur le computer science. Il a engagé réellement une transformation profonde dans le cursus de formation des employés pour être prêt au changement et pour accompagner la transformation digitale. Merci beaucoup, Hicham. Alors peut-être un dernier mot, Mehdi. Tu peux répondre à ta collègue, mais comme tu peux répondre aux autres questions. Je vais répondre à la question de M. Benheddo, qui était
concrète Ouais. et donc qui appelle une réponse sans détour. D'abord, le cas dans lequel vous vous placez, c'est un cas où globalement vous demandez à un acteur, en particulier l'opérateur, de couvrir un domaine public. La couverture du domaine public, d'abord, elle est soumise à des approbations du régulateur. Le régulateur aujourd'hui est en train de réfléchir sur la manière dont il va réguler les fréquences qui s'apprêtent justement au domaine de l'IoT pour la télémétrie et n'a pas encore rendu sa copie. Par contre, le régulateur nous appelle, et c'est pour ça que je me fais son relais aujourd'hui, à appeler l'écosystème des donneurs d'ordre à engager des expérimentations commerciales qui nous permettent de tester les business models, de tester la technologie et de tester aussi l'équation économique. Parce que quand vous dites 2 €, en fait les 2 €, c'est le coût de l'objet, mais ce n'est pas le coût de l'objet plus la connectivité. Bon, en tout cas, ce n'est pas les benchmarks que j'ai. Et en Côte d'Ivoire, qui ont un peu plus d'avance que nous, mes collègues ont lancé une expérimentation dans le domaine public. Leur plus grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de use case pour résoudre l'équation économique. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est d'engager finalement l'écosystème entier, de se réunir autour de plusieurs donneurs d'ordre qui s'assoient ensemble, qui peuvent encourager un tel investissement, même s'il est circonscrit dans une zone publique limitée, hein, on ne parle pas d'un déploiement national. Autrement, je connais mon directeur de réseau, il va tailler le bâton pour que le DG me batte, si je viens avec ce genre d'idée. Mais l'idée, c'est vraiment de faire ce genre d'expérimentation à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région. Ce n'est pas quelque chose qu'on refuse de faire, au contraire, on le souhaite, mais on souhaite qu'on ait suffisamment d'acteurs engagés avec nous pour que l'équation économique soit soluble. Le problème, pour être plus précis, le problème n'est pas un problème de financement, parce que les bailleurs de fonds sont là et sont prêts à financer même les donneurs d'ordre dans ce genre de projet, il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est un problème d'équation économique. Et bien sûr, de maturité du régulateur par rapport à la question de la réglementation. Et j'insiste sur une chose, c'est que la partie transport n'est que la partie visible de l'iceberg des problématiques qui sont posées par l'IoT. Il ne faudrait pas le restreindre strictement au transport. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi, pour ton éclairage. En tous les cas, cette dernière table ronde, puisque j'avais parlé de ce syndrome de prise de parole sur la dernière table ronde où on est fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Vous êtes heureux d'être là, participer au 25e anniversaire de l'OSIM, la 5e édition des assises, et aussi avec 42 intervenants depuis ce matin. On est en train de suivre de merveille en merveille avec un enchantement sur ces technologies. Mais en tous les cas, au travers de cette table ronde, l'idée c'était de pouvoir démontrer qu'il y a de l'applicabilité de ces technologies, qu'elles ne restent pas uniquement des noms génériques. On l'a vu au Maroc, on est sur des POC, sur des pilotes, on démarre quelque chose et donc on est passé de la prise de conscience à le idea to action. Il y a aussi cette projection sur les 12 prochains mois ou plus pour pouvoir passer à une vitesse supérieure. Les use cases, que ce soit chez Microsoft ou Huawei ou dans le monde de l'éducation, montrent qu'il y a également des opportunités pour à la fois benchmarker mais aussi appliquer. Il y a des préalables, il y a des prérequis. Je remercie Mehdi pour ce link qui est extrêmement important. Ça ne peut réussir que si on se met tous ensemble. C'est-à-dire que si tous les acteurs se mettent tous ensemble à poser les questions justes et non pas juste des questions, et à chercher ensemble les réponses justes et pas juste des réponses. L'idée est que les transformations digitales ou les technologies disruptives, elles peuvent être un levier si on sait travailler ensemble et si on sait les transformer réellement en réalité de business. Mais si chacun travaille dans son silo, on risque de passer à côté de l'essentiel. Donc encore une fois, sous vos applaudissements, merci Si Mohamed, merci Hicham, Shakib, Fouad et Mehdi pour votre éclairage. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va les applaudir et ils vont se mettre debout, on va les prendre en photo avec le grand sourire. On passera au tombola. Waqila, il y a Zakaria qui s'agite pour qu'on puisse passer la dernière photo et une réaction par rapport à ça. Est-ce qu'elle peut être mise au milieu, comme ça?
Alors de la même manière, Yasmina posait la question si on pouvait avoir 2 mots pour qualifier. Alors, vous avez été patient, je vais vous donner 3 mots, mais vraiment 3. Vous pouvez faire appel aussi à des amis si vous n'avez pas 2 mots, les Cheikh Hadji, il n'y a pas de souci. Vous pouvez envoyer. Si Mohamed. Je pense que le premier mot qui me vient en tête, c'est buzzword. Donc on entend tout ce qui est cloud, blockchain, IoT, etc. Mais il y a peu de gens qui comprennent exactement donc, comment on peut appliquer cette technologie. Donc pour moi, c'est buzzword et applicabilité. Merci beaucoup, si Mohamed. Hicham? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le cloud, qui est vraiment une opportunité, une aubaine pour nous, pour réellement accélérer la transformation digitale. Merci beaucoup. Shakib? Ben écoutez, oui, il faut passer au cloud. Hein, donc d'autant plus aujourd'hui, donc nous avons un partenariat avec un opérateur marocain qui a annoncé un cloud marocain. Donc je vous invite tous à utiliser ce cloud parce qu'il faut développer ce cloud marocain. Tout à l'heure, le ministre il a parlé donc de guide chirurgical pour le dentiste qui l'a mis en point. J'ai contacté cette société justement il y a 2-3 semaines et on est en train de voir avec eux comment on peut développer ce vertical marché pour la santé sur le cloud avec cet opérateur-là. Alors sur l'image, tu vois cloud et partenariat. Eh ben, il faut passer sur le cloud. Parfait. Fouad? Oui, moi je vois le mot « mon ami ». Parce qu'il faut faire du cloud sans ami au fait aujourd'hui. C'est-à-dire c'est pas quelque chose, il faut le démystifier. Il y a quelqu'un qui est très simple et qui dit juste un bonjour mon ami, et puis l'autre qui lui dit il faut passer par le cloud. Effectivement, ça paraît compliqué, mais au fait c'est aussi simple que de dire bonjour mon ami. Donc quelque part ces 2 personnages montrent la difficulté et la facilité de l'utiliser. Il faut juste le démystifier et en faire une réalité au fait aujourd'hui. Donc on le voit, celui qui n'est pas encore dans la description, il dit mon ami. Bonjour, voilà. Mais le cloud devrait être aussi facile que bonjour mon ami, parce que c'est un ami. Parfait. Ça m'a dit toujours dans cette logique de démystification, ça m'inspire une phrase de Voltaire qui disait les choses complexes ne sont que des sommes de choses simples. Voilà. En plus, il peut être heureux parce qu'il y a de l'orange comme couleur. Oui, merci pour les couleurs. Et il n'a pas fait exprès. En tous les cas, on applaudit Zakaria pour sa créativité. C'est pas facile d'écouter et en même temps de réfléchir, de trouver. Un dernier mot, puisque si Mohamed il est venu spécialement de Toronto, tu as une annonce à nous faire. Oui, donc dans notre objectif, parce que personnellement je pense que le Maroc, il faut passer dans une simple consommation des solutions technologiques, un créateur d'innovation. D'ailleurs, durant le lunch break, il y avait un client qui m'avait appelé, qui m'a dit j'ai 12 000 brevets, je dis bien 12 000 brevets d'invention, comment je peux les exploiter? C'est une seule entreprise. Donc, dans le cadre de contribution dans cette évolution technologique et répondant à l'appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour le retour du savoir-faire des Marocains résidant à l'étranger, j'ai le plaisir d'annoncer pour la première fois ici à l'OSIM que nous allons ouvrir, Inch'Allah, un centre de développement blockchain ici au Maroc qui va travailler sur des projets internationaux et ceci pour développer de la compétence locale qui va pouvoir prendre le relais et développer encore cette technologie dans le niveau local. Merci beaucoup. Et je vois Reloud qui est en face et il lui dit waouh, ça fait on ne va pas le rater. D'autant plus que peut-être qu'on réfléchira sur le World Blockchain Summit au Maroc avec l'OSIM. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous 5. Je vous prie de vous lever pour qu'on puisse vous applaudir et se prendre en photo. Merci beaucoup.